Salut, nous démarrons une nouvelle série de vidéos, de 3 vidéos, concernant l'induction mutuelle qui est au cœur du fonctionnement d'un transformateur. Dans cette vidéo, nous allons simplement évoquer le sujet du phénomène de l'induction mutuelle. A tout de suite. On va parler d'induction mutuelle. Alors l'induction mutuelle est au cœur du fonctionnement d'un transformateur. Un transformateur repose sur le phénomène d'induction mutuelle. Alors ce que l'on va faire, je vais dessiner ici une bobine. Là, j'ai dessiné une self, comme cela, que je vais appeler L1, parce qu'on va rapidement en ajouter une deuxième. Cette self L1, on va poser un certain nombre d'hypothèses simplificatrices pour l'explication. La première, c'est que c'est une self parfaite, ou une self idéale. Quand je dis idéale, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de résistance interne. Parce que pour l'instant, on va simplifier le modèle et les équations. Elle n'a pas de résistance interne, cette self. C'est juste une self idéale. Elle n'existe pas, bien sûr, dans la nature. On va brancher cette self sur un générateur de courant, ici, alternatif. Et on va travailler, deuxièmement, en régime sinusoïdal, forcé. C'est-à-dire que ça, on va lui soumettre un signal alternatif sinusoïdal. Naturellement, ce qui va se passer à l'intérieur, à partir du moment où on fait ça, c'est qu'on va avoir la génération d'un courant I1, on va dire. Alors bien sûr, c'est un signal alternatif. Alors que va-t-il se passer quand on va brancher un générateur de courant sur une self, comme ça? Naturellement, il va naître un flux et un champ magnétique. Ce flux, il est parallèle à l'intérieur de la bobine, comme on a vu. Mais quand on va sortir de la bobine, ce flux va avoir tendance, bien sûr, à s'écarter, comme ça. Alors j'oriente les lignes de champ ici, sachant qu'en réalité, comme on est sur un flux variable, ce flux, qui est en régime variable, va changer de sens au rythme de la fréquence. Ces orientations, elles sont symboliques, pour l'instant. Et on va avoir donc des lignes de champ qui vont partir un peu comme ça. On va avoir quelque chose comme ça. Ce que l'on sait, et ce que l'on a appris, ce que l'on a vu dans les épisodes précédents, c'était que la norme du champ diminue en fonction de la distance. La norme, on sait que la norme du champ diminue par rapport à la distance. C'est-à-dire que plus la distance augmente, plus la norme du champ est faible. Typiquement, si on représentait ici le champ magnétique comme ça, près de la bobine, on comprend bien qu'à une certaine distance ici, que je vais appeler D, on va avoir forcément un champ plus faible. Et ainsi de suite. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est que l'on va dessiner, je vais dessiner une deuxième bobine. On va imaginer qu'on met une bobine à une certaine distance de celle-là, peu importe la distance. On essaye de l'aligner plus ou moins par rapport à ça. Et là, je vais mettre ici une bobine, que je vais appeler L2. Alors pour la simplicité de l'exposé et des calculs et la compréhension du phénomène, on va considérer que ces deux selfs sont rigoureusement identiques. En nombre de tours, en surface, on est en train de parler de deux selfs strictement identiques. C'est-à-dire qu'on va considérer en quatrième hypothèse de travail que L1 est égal à L2. Également, on va considérer que ces deux selfs qui sont ici sont des selfs à R. C'est-à-dire que ce n'est pas des selfs où il y a un noyau magnétique. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ce que l'on vient de dessiner ici? On peut dire que le flux qui vient traverser cette bobine ici, on comprend aisément qu'il est extrêmement difficile de déterminer la valeur du flux, enfin de déterminer mathématiquement la valeur du flux ici, du fait qu'on a des lignes de champ qui partent un peu dans tous les sens. Ce serait techniquement possible, mais le problème c'est que tout ça c'est gavé d'algèbre vectorielle, et imaginer que l'on connaisse la valeur du flux ici, c'est très difficile pour ne pas dire impossible. Il y a en revanche une mesure que l'on peut faire dont on est sûr. C'est souvent le cas d'ailleurs quand on travaille sur un montage, il y a des mesures dont on est certain de la valeur et d'autres pour lesquelles on est dans une incertitude de mesure ou même de résultats préalables.
Alors, qu'est-ce que l'on peut mesurer là-dessus dont on est certain d'obtenir une valeur? Bien, c'est la tension qui est ici. Et ça, on va imaginer que cette tension que l'on relève là, donc U2, on la relève avec un voltmètre idéal. Ici, on a un voltmètre idéal, sachant qu'un voltmètre idéal, ça n'existe pas dans la nature, c'est-à-dire que c'est un voltmètre qui ne tire aucun courant sur le montage. C'est pas vrai parce que tout voltmètre tire du courant sur le montage. C'est-à-dire que là, le courant qui circule ici, il est égal à 0. On mesure juste la tension. Donc là, on a bien deux éléments que l'on connaît à coup sûr, c'est-à-dire le courant que l'on a injecté et la tension qu'on mesure sur cette bobine. Parce que naturellement, cette bobine étant soumise à un flux variable, on va avoir de l'induction à l'intérieur de cette bobine, donc naissance d'une tension aux bornes de la bobine. Alors maintenant, on peut représenter ce montage ici. On peut imaginer qu'il est sur la table avec les bobines à une certaine distance. On pourrait très bien le représenter sous la forme, on va la représenter sous la forme d'un quadripole, comme on fait d'habitude, dans lequel on a ici une self, L, hein, là on a une deuxième self, on connaît le courant ici I1, et on vient mesurer la tension en sortie U2. Et on est bien d'accord, ces deux selfs sont identiques. Ils ne se déforment pas, on a exactement les mêmes valeurs. Et on va se rendre compte qu'on va pouvoir exprimer cette tension de sortie par rapport au courant d'entrée. On avait vu que dans une self, la tension qui est à bord d'une self, ici, U, était égale à LdI sur dt, c'est-à-dire variation du courant, enfin, dérivée du courant par rapport au temps. On peut aussi, si on écrivait ça en complexe, on pourrait écrire ça en complexe, on pourrait écrire que U1 ici, est égal à I1 que multiplie JL1 oméga. À partir du moment où on est sur un régime sinusoïdal forcé, on peut abandonner ces dérivés qui sont ici et passer directement sur une notation complexe. La question c'est, que va nous donner U2, c'est-à-dire ce que l'on a ici? Alors U2 est égal à M d de I sur d de T. C'est-à-dire qu'on va se rendre compte que la sortie, ici, est proportionnelle à M en fonction de la variation du courant d'entrée. C'est-à-dire que vu d'ici, si on regarde vu d'ici, cette tension qui est là correspondrait à l'équivalent d'une self, d'une nouvelle self, on va dire, qui va nous donner une tension U2 en fonction d'une valeur M. Cette valeur M, en fait, c'est l'induction mutuelle qui s'exprime en Henry. Donc c'est intéressant parce que là, on a quelque chose qui est couplé par une variation de flux, ici. D'accord? Comme je vous le mets sur cette animation qui est là. Et on sait exprimer la tension par rapport à l'entrée en fonction de M, qui est une valeur d'induction mutuelle. Cette valeur est exprimée en Henry. On va considérer également que nos deux bobines sont bobinées de la même manière. C'est-à-dire qu'en fait, je vais mettre un point ici qui indique que les bobines sont bobinées dans le même sens. Parce qu'on pourrait imaginer qu'on aurait une bobine bobinée comme ça et une bobine bobinée en sens inverse. Ça aurait pour effet d'inverser le sens, la phase, on va dire, de la tension. Pour l'instant, on va considérer que c'est exactement les mêmes bobines dans les mêmes conditions. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est que l'on va rapprocher cette bobine qui est là, d'ici. Alors déjà, il y a une première remarque à faire, c'est que toutes ces lignes de champ qui s'enfuient ici et qui ne rentrent pas dans la bobine, on comprend bien qu'elles vont avoir un effet sur la nature de la tension qui est ici. Puisqu'on perd une grande partie en fait de l'énergie qui s'en va là dans l'espace et qui ne rentre pas dans la bobine. Si on imaginait par exemple un fluide, de l'eau par exemple, on voit bien que la partie utile qui va rentrer dans la bobine d'abord va diminuer en termes de débit, et il y a une partie qui va s'en aller comme ça. Ces parties qui sont là, en fait, je vais dessiner comme ça, on va les considérer comme étant des fuites. Et parce que ce sont des fuites. C'est quelque chose qui ne rentre pas, c'est-à-dire qu'ici on a une partie du flux, en fait, pour être clair, qui s'en va quelque part, et qui n'est pas récupérée dans la bobine,
qui est couplé. Et ce que l'on va faire, c'est que l'on va rapprocher maintenant, dans une deuxième expérience, cette bobine ici, par exemple, on va la rapprocher d'une nouvelle distance, c'est-à-dire on va venir la mettre ici. On va imaginer qu'on vient la mettre ici. Voilà. Et ici, on va faire notre mesure à nouveau avec un voltmètre. Alors déjà, intuitivement, qu'est-ce qui va se passer à partir du moment où on a rapproché la bobine sur cette nouvelle distance ici des deux? Ben, on peut s'attendre à un résultat, sans être capable pour autant d'être capable d'en donner une valeur numérique. On va imaginer et on va comprendre que la tension qui est aux bornes ici de cette bobine va augmenter. En conséquence, qu'est-ce qu'on a changé entre ça et ça? On n'a absolument pas changé le nombre de tours de nos deux bobines. On n'a pas changé la valeur intrinsèque de chacune des self-inductions, puisque c'est les mêmes. Par contre, ce qui a changé ici, c'est le couplage. Pourquoi? Parce que ici, dans cette bobine-là, on imagine aisément, par cette représentation graphique, qu'il y a plus de lignes de champ et de flux qui traversent cette bobine. Ce qui explique que la tension est plus élevée. Pourquoi la tension est-elle plus élevée? Puisqu'on avait vu dans les épisodes précédents que la tension aux bornes d'une self, c'était d de phi sur d de t. Et on voit bien qu'ici, on a augmenté le flux, mais mécaniquement. En conséquence de quoi, qu'est-ce qui va changer là-dedans? C'est ça. Alors à partir de là, on pourrait très bien imaginer un dispositif qui s'appelle un transformateur, à noyau de fer par exemple, dans lequel on peut imaginer qu'au lieu d'avoir des fuites comme ça qui partent dans tous les sens, on pourrait imaginer que on va créer un noyau. Pour l'instant, on va considérer que ce noyau est parfait, sur lequel on va venir bobiner la self L1 et on va bobiner la self L2. Et là, on aura le flux qui va passer ici. Si on était capable, ici, de canaliser l'intégralité du flux à l'intérieur de cette bobine, on voit bien que dans ces cas-là, puisqu'on a exactement les deux mêmes bobines, on peut imaginer ça facilement, sans faire pour autant des calculs, on pourrait imaginer que la tension qui est en entrée ici, U1, est égale à la tension U2. En conclusion, qu'est-ce qui change en induction mutuelle? C'est simplement la nature du couplage. Alors pour arriver à ce résultat, dans un transformateur industriel ou un transformateur audio, on va utiliser effectivement un noyau magnétique, ce que j'introduirai dans les vidéos futures, qui a pour objet de canaliser l'intégralité des lignes de champ. Et dans ces cas-là, entre cette expérience qui est ici et celle-là, on va se retrouver avec la tension qui s'élève parce que le couplage, l'induction mutuelle, est plus forte dans ce cas-là. Voilà, je vous propose de nous arrêter là sur ce premier épisode où on a évoqué le sujet de l'induction mutuelle. Historiquement, j'avais fait une vidéo de 30 minutes que j'ai décidé de scinder en deux parties afin de ne pas faire un épisode trop lourd. Dans la seconde vidéo, nous allons parler de la façon de mesurer l'induction mutuelle, enfin, par quel procédé peut-on mesurer l'induction mutuelle dans l'objectif de faire des mesures en laboratoire. Salut et à bientôt sur les ondes.